Bonjour à toutes et à tous, ici présents et ceux qui sont également connectés à distance sur Teams. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, responsable du Hub, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Madines, l'ami liaison et les équipes de la Banque des Territoires, en particulier Romain Delfos, responsable des nouveaux business et marketplace. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Sophie de nous accueillir ce matin au Web des Territoires pour cet événement qui concerne en premier lieu les professions juridiques. Pour me présenter, donc, comme tu l'as dit, je suis Romain Delfos, je suis en charge des nouveaux business et des marketplaces au sein de la Banque des Territoires et plus spécifiquement dans l'équipe sur le sujet des Legal Tech sur lequel nous travaillons au travers notamment d'un espace de décryptage banquedestesterritoires.fr/legaltech sur lequel on publie toutes les semaines du contenu éditorial sur l'écosystème. Depuis 2 ans, on est associé à ce baromètre des Legal Tech qui va vous être présenté ce matin pour sa 6e édition, donc l'édition 2022. Et pour cela, j'accueille Gaëlle Marot-Desgrottes, donc directrice influence chez Elliott et Marcus, ainsi que Pauline Vartel, Head of Growth chez Madines. Mesdames, on est impatients d'attendre les résultats 2022. Alors, ces résultats 2022. Déjà, bonjour à tous. Ouais. Et merci d'être présents, que ce soit ici en présentiel ou aussi à distance. Exactement. Alors, le chiffre souvent le plus attendu parce qu'il est un peu emblématique, mais finalement, en pratique, l'est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir cette année, c'est le montant des levées de fonds. Tu peux passer à ça. Alors, en hausse, en baisse, les paris sont ouverts. En large baisse, puisqu'on a 44% de diminution en volume des levées de fonds, avec un montant cumulé de un peu plus de 32 millions d'euros, versus un peu plus de 57 l'année dernière. Bon, évidemment, le contexte n'aide pas, puisque si on se compare par rapport à un autre segment, mais dont le marché est vraiment différent, les fintechs sont elles aussi en baisse de 16%. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point qui est peut-être un peu plus délicat, c'est la médiane des levées de fonds. En règle générale, on avait une médiane entre 1 et 2 millions d'euros. Cette année, elle est vraiment en chute libre puisqu'on a une médiane des levées de fonds de 700 000, moins 61%. Et en fait, on revient dans les années... On a commencé le baromètre en 2016 et donc là, on revient dans les chiffres de 2017-2018. Donc, il y a une vraie pause. Moi, je vais me permettre de réagir en fait par rapport à ces chiffres-là, plutôt du côté entrepreneur et incubateur et accélérateur, parce que je viens de là aussi avant d'être passée par Madines. Et puis aussi, très concrètement, Madines, on est aussi un média au plus près des entrepreneurs, donc je peux vous faire aussi ce retour d'expérience. Concernant les levées de fonds, oui, c'est un chiffre qui est pas choquant, mais assez difficile. Pour autant, ce qu'on remarque à Madines, c'est que c'est un secteur en fait qui n'a pas échappé au ralentissement des levées de fonds surtout la tech, comme tu l'as dit Gaëlle. Moi, je voulais juste apporter aussi mon point de vue là-dessus. Je dirais qu'en fait, les legal tech, elles ont dû plus anticiper ce ralentissement que d'autres secteurs. Et donc, ce qui fait que certes, il y a eu un ralentissement, il y a aussi eu moins de recherche de levée de fonds par les legal tech, parce qu'elles ont vraiment été là pour anticiper ce ralentissement plus que dans d'autres secteurs. Et c'est ce qu'on va voir après, justement, parce que les levées de fonds, c'est vraiment pas une fin en soi. Si vous pouvez financer votre croissance par vos clients, c'est quand même nettement mieux. Et on va corréler ce chiffre avec les chiffres d'affaires un peu plus loin. Donc le titre était très positif puisque finalement la plupart des indicateurs sont au vert. On a 2 cohortes en fait dans les legal tech, celles qui dégagent un chiffre d'affaires conséquent et l'immense majorité qui génère moins de 1 million de chiffre d'affaires, parce que c'est le cas de 74% des legal tech. Mais on a cette autre cohorte de 6% en fait qui dégage entre 5 et 30 millions de chiffre d'affaires, ce qui est quand même significatif. Eu égard, encore une fois, il faut toujours avoir ça en tête, à la taille du marché. Et donc ce chiffre il triple par rapport à l'année dernière, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, mais attention, je souligne que c'est déclaratif, nous n'avons pas pu vérifier ce chiffre, c'est la rentabilité, puisque plus du tiers des startups se déclarent rentables, 39%. Alors on espère que c'est vrai, voilà, mais on a mis des guillemets.
Donc, ce qui fait que, c'est comme tu disais, Gaëlle, on a eu cette nouvelle qui était plutôt difficile, mais on disait bien que les indicateurs restaient ouverts. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour ce matin. Alors, sur la masse salariale, là aussi, on est sur une très bonne tendance parce qu'on est quasiment au même chiffre que l'année dernière sur les intentions d'embauche. L'année dernière, il y avait 77%. Cette année, c'est 73% qui souhaitent recruter. On a calculé au cumul quand même, c'est entre 300 et 400 postes qui vont être recrutés cette année dans la Legal Tech. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Sachant qu'on retrouve toujours un peu la même cohorte que vous allez voir au fil des slides de ce 5%. D'année en année, on les retrouve. Il y a toujours 5 acteurs qui se détachent avec plus de 100 salariés. Mais il y a certains qui commencent à rejoindre cette cohorte l'année dernière parce qu'on était à 2%, qui était au-delà de. Et évidemment, ce sont parmi ceux qui ont levé le plus de fonds ces dernières années. Avec 2 profils, il n'y a pas de surprise non plus, qui sont particulièrement recherchés, les business développeurs et les développeurs, et une nette poussée de la RSE, notamment parce que 30% des startups nous ont indiqué avoir du mal à recruter. À Paris, mais aussi en province. Et donc la RSE fait partie des arguments de la marque employeur pour essayer d'attirer tous ces bons profils. Voilà. Je dirais même aussi que ça fait partie, les startups de la Legal Tech, c'est celles qui ont été les premières à tirer profit de ce rôle des certifications, de ce rôle de la RSE, justement pour attirer des nouveaux profils. Et ce que vous trouverez aussi dans le livre blanc, je fais un petit spoiler là-dessus, mais dans le livre blanc qui sortira à midi. Mais c'était important pour nous aussi de vous souligner en fait, cet aspect RSE qui ressort plus que dans d'autres secteurs de la tech. Et ce qui est très intéressant sur la partie RSE, c'est qu'on a vu la RSE est constituée d'un certain nombre de piliers. L'année dernière, les 2 piliers, c'était la loyauté des relations commerciales et les relations au travail. Donc là, cette année, ce qui est passé, qui a fait un bond, sans surprise, c'est l'environnement, qui est l'une des considérations phares maintenant des Legal Tech dans la RSE. Avec toujours mais ce chiffre a presque doublé, hein. Donc on voit bien que soit pour attirer des investisseurs, soit pour attirer des talents, la RSE devient stratégique en fait. Alors sur la market size, c'est-à-dire la taille de marché, là où les legal tech exportent leurs solutions. Il y a quand même un chiffre qu'il faut donner pour mettre en exergue les autres chiffres, c'est que 50% des legal tech ne proposent leurs solutions qu'en France. Voilà, donc c'est 1 sur 2, c'est quand même assez important. Sachant qu'à ces 50%, il faut rajouter 10% qui proposent leurs solutions dans les pays francophones. Voilà, donc en gros, 1 sur 6 propose sa solution dans les pays francophones. Sur les marchés d'expansion, classiquement, reviennent le Benelux, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, en premier lieu. Ensuite, les pays nordiques, et après l'Italie et l'Espagne. Donc là, très nettement, par rapport à l'année dernière, c'est une évolution. On voit quand même qu'il y a une volonté de s'étendre sur des marchés similaires au marché français. Et hors Union européenne, il y a 3 zones géographiques, États-Unis, Canada et Afrique francophone. En Afrique, ça représente un pourcentage important et c'est un peu une des nouveautés de cette 6e édition du baromètre. Petit retour d'expérience aussi qu'on a constaté avec Gaëlle. Comme vous dit, il y a vraiment une expansion géographique et une recherche de marché sur des pays qui vont être similaires d'un point de vue technico-juridique. Voilà, ce qui est logique, ce qui est très pragmatique d'un point de vue pour les entrepreneurs legal tech, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, très symbolique de la legal tech, de se dire voilà, de préférer aller vers des pays en fait avec un droit correspondant au nôtre. Et quand ils vont chercher tout ce qui est États-Unis et Canada, c'est dans des degré de maturité plus fort. Voilà, il y a 2 points exactement dans ce que tu dis. Déjà, il y a l'influence du droit continental, et c'est pour ça que les legal tech sont un point important de la souveraineté, parce qu'il faut savoir exporter le droit français et les solutions françaises et européennes. L'autre point, c'est qu'on a aussi des legal tech qui nous ont indiqué avoir tenté de s'exporter en Angleterre ou aux États-Unis, n'y avoir pas réussi. Donc là, il y a un gros travail de Business France qui aide ces sociétés, mais c'est quand même complexe. Voilà. Mais ce chiffre très positif à retenir, c'est 37%, quand même, cette volonté d'agrandir sa taille de marché.
Alors, les retours clients, ça c'était une nouvelle question de cette année, puisqu'on sait que le marché de la legal tech n'a pas toujours été facile. Les entrepreneurs ont été très innovants, mais la clientèle a suivi à son rythme. Et donc, ce qu'on a voulu aller regarder, c'est quels étaient les irritants. Pourquoi est-ce que la croissance n'était pas plus rapide et quelles difficultés rencontraient les entrepreneurs. Et là, ce qu'on voit... Il y a plus d'une sur deux qui rencontre des difficultés une fois qu'elle a acheté la solution. Et la principale difficulté, c'est l'intégration dans les systèmes d'information. Voilà, c'est pas le prix, c'est vraiment le système d'information, puisque évidemment, comme 84% des clients sont des entreprises, elles ont déjà leur propre solution, les systèmes d'information sont bien installés, et il faut que la solution de la legal tech vienne s'intégrer dans cet environnement. C'est ce qui est très bien. Il y a tout un article dans le livre blanc justement qui explique cette difficulté. Je vous encourage à aller regarder ce qui a été rédigé par Delphine Ivins. Voilà. Moi, je voudrais souligner 2 points. Le premier point, c'est ce que tu as souligné, tout ce qui était, j'ai envie de dire, intégration à d'autres acteurs. On va parler aussi d'open innovation. Je pense que c'est ce point-là auquel tu fais référence dans le livre blanc. Il est intéressant de le souligner cette année parce qu'on se dit voilà, aussi que le secteur de la legal tech est arrivé en fait, à une certaine maturité. Donc peut-être aussi que c'est une nouveauté en fait, qui est permise par cette maturité de secteur. Voilà, c'est le premier point que je voulais vous souligner. Et le second point, pardon, je suis désolée, on a préparé ça. C'était on a ces difficultés qui sont franchies quand même cette année, et on remarque aussi qu'il y a une vraie volonté de la part des legal tech et ça c'est pour toute la tech, mais d'aller plus vers des profils et chercher à satisfaire davantage des clients, avoir plus ce côté, je vais utiliser le mot, ce côté service après-vente, si j'ose dire, avec les Customer Success Managers qui sont leur arrivée en fait dans la legal tech. Mais c'est important de le souligner en fait qu'il y a plus cette recherche en fait de service après-vente, et c'est pas un gros mot en fait dans le secteur de la legal tech. Non, mais comme tu dis, c'est quand même une tendance, ces postes de Customer Success, donc ça s'est corrélé avec ce chiffre de difficulté de prise en main des solutions. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être l'ajouter en fait, ce profil de Customer Success Manager recherché dans les profils en fait par certains legal tech. Oui. Alors, point important, plein feu sur le M&A. Cette année, il y a 2 chiffres à retenir sur le secteur en lui-même. C'est le premier, 63% des legal tech ont été approchés par un investisseur ou ce qu'on appelle les CVC, les Corporate Venture, c'est-à-dire des entreprises qui ont leurs propres fonds et qui rachètent d'autres entreprises. Donc 63%, c'est un chiffre important, à corréler avec la hausse du nombre de partenariats, 81%. Et ces partenariats, il faut savoir qu'il y en a de plusieurs types. Ça peut être des partenariats commerciaux, ça peut être des partenariats technologiques, ça peut être des partenariats sur des jeux de données. Et 80%, c'est quand même un chiffre important. Un chiffre assez triste, mais qui finalement est assez faible, si on corrobore avec ce qui se passe sur tout le marché de toutes les startups. 8% jettent l'éponge. Alors, on a eu des messages assez touchants dans les réponses de startups qui avaient quand même déjà quelques années et qui finalement... Et c'est pas toujours facile à admettre pour un entrepreneur de venir dire voilà, je jette l'éponge. Mais ça nous a marqué en fait. J'ai repris l'expression parce que c'était ça, j'en peux plus, je jette l'éponge. Donc voilà, on a retraduit. Je me permets d'ajouter aussi, il y a presque... il n'y a pas de recherche, il y a un ralentissement de recherche de levée de fonds, mais presque aussi une recherche de se dire voilà, ok, je suis prêt à me faire racheter, ou je suis prêt à faire un partenariat, ou je vais lâcher des parts de ma boîte, de mon entreprise, pour survivre en fait. Parce que le secteur legal tech était touché un peu cette année, de se dire comment je réussis à survivre. L'entrepreneur est très pragmatique et se dit ok, je me rapproche en fait soit d'un investisseur potentiel qui est de cela un corpo ou un grand groupe. Exactement. Et on a fait pas mal de mise en relation. Oui. Côté croissance externe, autre chiffre intéressant, au moins 6% des répondants ont acquis ou sont en cours d'acquisition d'une société, majoritairement française, mais pas que. Sachant que le marché est très actif côté corporate, mais également entre startups. Là, il y a quand même beaucoup de mouvements en cours. Alors, certains vont à leur terme, d'autres moins pour tout un ensemble de raisons. Mais c'est un chiffre qu'il faut retenir aussi qui, allez, pour un petit risque, l'année prochaine devrait un peu augmenter.
Et d'ailleurs, enfin, petit aparté aussi, et spoiler aussi pour la table ronde, on va justement évoquer cette question. Est-ce que ce plein feu sur l'M&A, est-ce que c'est révélateur de consolidation du secteur ou est-ce que c'est une démarche, encore une fois, très pragmatique d'aller rechercher, presque par obligation, des partenariats resserrés? Voilà, on évoquera ça avec nos invités de ce jour. Exactement. Alors, les freins réglementaires. Alors, on a notre petit habitué d'année en année, au fil des 6 éditions, on a toujours vu cette open data. Et c'est la première année où, en fait, il y a un certain optimisme autour de cette open data, puisque en novembre dernier, au Salon de la transformation du droit, Emmanuel Warenstein, qui était la personne responsable en charge de l'open data, notamment, et de la modernisation au ministère de la Justice, a annoncé un calendrier beaucoup plus favorable que ce qu'on pensait, puisqu'il y a différentes étapes. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais notamment la grosse masse qu'attendaient les acteurs de la Legal Tech, c'était les décisions de première instance et qui devaient être libérées en 2025 et qui devraient être libérées un peu plus tôt que prévu, au moins pour 9 lots, dont Paris. Donc ça, c'est quand même une énorme bonne nouvelle pour tous ces acteurs qui avaient besoin de cette masse de décisions. Avec une surprise, puisque pour la première fois, officiellement, le RGPD a été énoncé comme un frein. Alors, on a toujours les freins comment dire, j'essaye de formuler les choses de manière objective, de certaines professions qui ont des périmètres réglementés et donc qui limitent un peu la créativité des entrepreneurs. Donc ça, on le voit d'année en année, moindrement, mais quand même. Mais le RGPD, en fait, il y a certains acteurs qui sont sur le domaine de la compliance qui nous disent que c'est compliqué parce que l'environnement réglementaire change beaucoup et que ce n'est pas simple parce que c'est des updates de solutions à faire en permanence. Je reviens juste là-dessus. Vous dites, voilà, frein réglementaire, donc peut-être aussi accélérateur de création d'entreprise, voire accélérateur de croissance. Je prends aussi mon rôle, ma casquette Madines là-dessus pour vous confirmer en fait qu'il y a eu pas mal de création d'entreprises en fait par rapport à ces opportunités, aussi bien RGPD, Open Data. Et un petit point aussi qui est intéressant et que vous découvrirez aussi dans le livre blanc, c'est qu'on a aussi des profils en fait qui n'étaient pas forcément issus du domaine juridique, qui de par en fait ces opportunités, parce que moi j'ai parlé d'opportunités plutôt que de freins, on va rester positive ce matin, ont réussi à se dire voilà pourquoi pas me lancer sur ce secteur de Legal Tech tout simplement. Et on a aussi, vous le verrez dans le livre blanc, essayé de regarder un peu quelle était l'infrastructure technologique derrière ces solutions. Donc on a quand même 17% de startups qui déclarent utiliser une intelligence artificielle. Et on a une montée en puissance de la blockchain. Alors là, c'est ma casquette Fédération française des professionnels de la blockchain. Mais nous, là, pour le coup, on a un autre frein qui est la valeur probante d'un ancrage blockchain. Ça parlera qu'à certains, mais c'est quand même un frein. Prochaine slide, aussi très importante cette année, révélatrice d'un point important, à savoir que les legal tech se sont plus, pas espacés, mais sont légèrement sortis du cadre parisien. Alors, il n'y a pas de contradiction entre les chiffres, parce que vous voyez un 62%, un 68% à Paris. Le 62%, c'est les startups. Le 68%, c'est startups et PME. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a deux chiffres un peu différents, mais ça ne monitore pas la même chose. Donc ça en reste constant à peu près par rapport à l'année dernière et on reste constant par rapport à la moyenne de toutes start-up confondues. Oui, exactement. Ça a vraiment été une tendance, en fait, tout secteur confondu dans la tech. En fait, c'est de par la crise Covid. En fait, il y a eu ce côté, on profite du télétravail, on essaie d'aller... pourquoi pas s'exporter dans d'autres régions et réussir à aller targeter d'autres marchés que le marché parisien. Exactement. Avec quand même des pôles, on vous les a mis là, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine. Et pour la plupart, ce sont les pôles dans lesquels il va y avoir ces fameux 300, 350, 400 recrutements qui sont programmés. Ça, c'est un point important à retenir. Les startups créent de l'emploi partout en France, surtout que dans ces postes qui vont être recrutés, en fait, il y a du full remote aussi. Donc, l'année prochaine, on va essayer de mapper un peu plus finement où se situe toute cette création de valeur. Qui peut être aussi un point attractif, en fait, pour les legal tech, pour comment on se rend plus attractif, justement, on essaie de proposer du full remote. Je veux juste souligner un point aussi, si tu me le permets, Gaëlle, juste aussi côté entrepreneur. En fait, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les secteurs des legal tech, en fait, font partie, en fait, de ces startups qui ont réussi le mieux
celles qui ont mieux réussi à passer ce cap du télétravail après Covid, à mieux encadrer ce télétravail, forcément parce qu'elles ont les compétences pour le faire, elles maîtrisent plutôt bien tout ce qui est politique RH, et donc forcément ça se révèle en fait avec cette carte de France où on voit voilà, qu'elles se sont un peu plus éparpillées et peut-être mieux éparpillées que d'autres. Voilà. On avait plein d'autres chiffres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le profil des investisseurs, sur la composition des équipes, sur le nombre de créations cette année. Alors, si c'est peut-être un chiffre qui est pas positif, mais oui. En fait, on n'a eu que 5 créations de start-up cette année, ce qui est très faible, puisqu'en moyenne, sur les 3 dernières années, on était entre 13 à 19 créations. Donc, on sent bien un certain tassement. Mais là, il suffit de petit génie du régulateur pour inventer un nouvel espace et ça va repartir. Mais cette année, on a eu un petit tassement. Sur les investisseurs, petit tassement aussi, puisque le profil majoritaire maintenant, c'est des BA, alors qu'avant, c'était plus des ventures, dont la majorité sont des ventures français. Voilà. Si vous voulez plus de détails des chiffres, voilà. Il y aura le livre blanc, mais dans tous les cas, je pense qu'on nous fait signe qu'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à les poser, que ce soit dans la salle ou aussi en ligne. Sébastien ? Oui, une première question en fait sur les chiffres qui sont proposés, enfin qui sont affichés, pardon, c'est sur quelle base de répondants en fait ? Alors cette année, on a eu 377 répondants très précisément. Alors il y a des petits malins. Alors les critères étaient très clairs. On a repris les critères de la French Tech, donc on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre. On a eu 377 répondants. On a qualifié 109 startups dans les critères qu'on avait prédéfinis. Voilà, et pour le reste, ce sont des solutions qu'on a mappées, et vous aurez la cartographie dans le livre blanc des solutions. Donc ça, c'est toutes les cabinets d'avocats, les experts comptables et toutes les professions du droit et du chiffre qui sont assez force innovantes. Donc ça, voilà. Donc on aura 3 cartographies, les startups, les solutions et les PME. Voilà. Qui seront à retrouver dans le livre blanc qui sera téléchargeable à partir de midi. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Peut-être dans la salle sinon ? Oui. Merci beaucoup. Martin Bussy, fondateur de Légal Innovation. J'avais une question sur les exits, parce que vous parlez des levées de fonds, mais les exits, c'est un peu plus flou, notamment sur la valeur à laquelle les startups sont éventuellement rachetées, ou reprises, ou fusionnées, ou fermées. Et le off me semble pas hyper encourageant, mais peut-être que vous avez, vous, des éléments un peu plus précis. Parce que lever 1 million et sortir à 0, c'est pas pareil que faire l'inverse. Voilà, merci. Je me permets de répondre, enfin, je vais laisser Gaëlle répondre sur la partie chiffres. Moi, je vais vous dire que c'était pas aussi évident aussi pour les entrepreneurs de venir s'exprimer dans ce baromètre-là. On l'a vu avec le chiffre des 8% de dire voilà, j'ai envie de jeter l'éponge. C'est jamais évident non plus pour un entrepreneur de venir affirmer dans un tel questionnaire comme le nôtre, de dire bah voilà, finalement, j'ai fait un exit qui n'était pas flamboyant et qui n'était pas super. Donc voilà, mais on a quand même réussi à avoir quelques chiffres là-dessus. Je vais te laisser répondre, Gaëlle, mais c'était quand même assez important de préciser que oui, il y a des exits qui sont pas flamboyant, mais c'est pas toujours évident aussi pour l'entrepreneur de répondre là-dessus. Alors, moi, je vais pas vous répondre en chiffres, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qu'on monitore avec le baromètre, et l'objectif du baromètre, c'est de vraiment monitorer et vérifier toute la data. Donc, quand j'ai mis déclaré, c'est que vraiment, on n'a pas pu vérifier. Donc ça, c'est vraiment une donnée qu'on peut pas vérifier. En revanche, je vous donne mon ressenti personnel, puisqu'on fait beaucoup de go-between. Moi, je présente, je reste à la première réunion de discussion et de cadrage, et je sais en règle générale 6 mois après sur quelle valorisation le deal se fait. Les plus belles sociétés avec des perspectives de croissance et un environnement réglementaire, les sorties sont intéressantes, les autres vraiment pas. Après, il y a des fails aussi avec des attentes côté entrepreneur qui sont très élevées sur des ratios de marché habituels, mais pas sur le marché de la legal tech en fait. Je crois qu'il y a aussi un petit ajustement. Et je me permets de souligner aussi un autre point qu'on a vu durant notre présentation. Exit faible, oui, mais aussi il y a eu cette recherche de dire, voilà, au lieu de jeter l'éponge, je vais voir des corpos pour essayer d'intégrer ma solution. C'était ça aussi qu'on voulait, si vous voulez, mettre plus en avant ce matin pour essayer de rester justement positif face à ce chiffre qui était un peu fort de la baisse des 44% d'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou en ligne, n'hésitez pas. On a une question qui est là.
Bonjour, Romain Drone de Justice.cool. J'aurais voulu savoir si vous étiez intéressé à la relation entre les Legal Tech et l'État, notamment le ministère de la Justice, et voir un peu quelles étaient les relations, comment elles avaient évolué, puisque beaucoup de Legal Tech se plaignent de la difficulté de travailler avec l'État, tout simplement. Alors, moi, j'ai aucune difficulté à travailler ni avec Bercy, ni avec la chancellerie. En fait, quand vous tapez aux bonnes portes, vous êtes toujours reçu. Alors après, est-ce que vous obtenez ce que vous voulez? Ça dépend. Mais il y a quand même une grande qualité d'écoute, à la fois côté DGE, Direction Générale des Entreprises à Bercy, et côté chancellerie, moi, j'ai toujours eu des rendez-vous. Après... En fait, excusez-moi, je vais préciser ma question. Je parlais plutôt d'interopérabilité avec l'État, parce que être reçu par l'État, avoir l'écoute et discuter pendant des heures, ça, tout le monde sait faire. Mais juste avoir la possibilité de pouvoir, de temps en temps, proposer des choses, puisqu'on voit que le ministère piétine beaucoup avec toute la partie informatique. On a consacré une partie là-dessus, en fait, sur le livre blanc, sur tout ce qui était Open Innovation, mais au-delà de ça aussi, interopérabilité, avec l'État. En fait, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on a constaté avec Gaël, mais aussi avec l'équipe du baromètre, que ce soit la mi-liaison aussi et la Banque des Territoires, c'est en fait, si vous voulez, on arrive à une certaine maturité du secteur, et c'est justement peut-être à ce moment-là en fait que des acteurs étatiques, j'ai envie de dire, ou institutionnels vont être plus ouverts en fait à l'innovation, parce que oui, je suis d'accord avec vous, du côté entrepreneur, il n'est pas toujours évident d'aller parler des acteurs comme la Banque des Territoires, tout ça, surtout quand on n'est pas à Paris. Moi, je me permets juste de le souligner. Par le passé, moi, je l'ai connu cette difficulté, donc je la partage avec vous. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est de se dire, ce secteur des Legal Tech, il arrive à maturité, il est encore jeune, mais il arrive à maturité, 6-7 ans, et donc peut-être, c'est ce qu'on voit dans notre baromètre, que ça sera plus ouvert, plus disposé à se dire, OK, nous-mêmes de notre côté, on est prêt en fait faut être mature quand vous êtes institutionnel ou vous êtes un corpo à pouvoir intégrer l'innovation. Donc c'est ça aussi qu'on a remarqué. Donc j'ai envie de vous dire, profitez aussi de l'expérience du fait que vous êtes en présentiel pour pourquoi pas aller voir certains acteurs aujourd'hui. Oui, et puis il y a aussi une maturité aussi des systèmes d'information du ministère de la Justice. Il y a ça aussi. Il y a eu un petit blocage qui a quand même duré un certain temps. Là, je pense que les acteurs sont peut-être plus positifs, et puis sur certains points, l'environnement réglementaire bouge. Après, il reste toujours la solution quand ça bouge pas à la chancellerie, à la DGE, quand il y a des enjeux d'emploi, des enjeux d'attractivité de la France, ça reste la porte qui permet peut-être d'aller un peu plus vite. Et petit aparté pour le baromètre, en fait, c'est aussi notre étude, en fait, elle sert aussi à ça. Elle sert aussi de vecteur, en fait, et de mise en avant des startups Legal Tech, en fait. On n'hésite pas à promouvoir, en fait, notre baromètre auprès d'eux, pas seulement pour nous, mais aussi pour mettre en avant les entrepreneurs et permettre, en fait, cette interopérabilité. C'est ça, parce qu'après, on a toute une démarche auprès des ministères. De toute façon, ce baromètre, on communique, on a des rendez-vous avec eux. On a une démarche aussi auprès du Parlement avec les différents députés et sénateurs qui sont en lead sur ces sujets pour leur expliquer quel est le marché. L'objectif de ce baromètre, c'est vraiment pour vous, les acteurs, c'est de vous mettre en avant, de sortir de la data qui rassure et vos investisseurs et vos clients. Voilà, à votre service. Un bon mot de conclusion. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'on a fait ce baromètre, il est fait aussi et avant tout pour les entrepreneurs. Et on remercie la mi-liaison, la Banque des Territoires, et puis bonne ou deux. Voilà, c'est bien. On n'avait pas d'autres questions, Romain? Il en restait une avec à distance. Oui, une dernière question sur le chat. Est-ce que vous avez identifié un top 10 des CVC et des BA qui investissent dans les Legal Tech par série A, par Pré-Seed, par Seed? Oui, on allait voir cette question. C'est pour toi, non? Oui, j'ai pas la liste comme ça, et après ça se fera aussi voir le livre blanc, mais oui, on a recensé en fait les VC. T'as beaucoup aussi parlé des BA. En fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a une tendance à plus d'investissement de la part des BA que des fonds. Ce sera intéressant d'avoir le point de vue. Là, je fais un petit spoiler avec Jean-Patrice Ancieux qui sera là du fonds d'investissement Isaïe. Mais oui, on a recensé ça, et vous pourrez aussi retrouver les éléments dans le livre blanc. Alors, il y a des éléments dans le livre blanc, mais pas tous. Donc, faut pas hésiter à nous contacter, Pauline ou moi. Et en fait, on a la base de données Excel est huge. Exactement. Donc, pas vous assommer avec des tas de chiffres, mais on en a beaucoup et ils sont pas tous révélés. Et donc, Sébastien, je te laisse mettre mon adresse mail s'il faut. Mais voilà, on sera aussi à votre service là-dessus. Et
dans la même logique que j'ai répondu aussi à la question de monsieur tout à l'heure, ce livre blanc aussi sera promu en fait auprès des différents fonds d'investissement, parce que vraiment ce baromètre, moi je le connais depuis plusieurs années, il sert aussi très souvent de déclencheur en fait pour des levées de fonds ou des prochains investissements, que ce soit auprès de BA ou auprès de VC. Mais je pense qu'il y a aussi une chose, hein, là aussi je fais un petit spoiler, il y aura des articles, un dossier de presse qui va sortir par Madines et vous retrouverez en fait différents éléments sur ce sujet de l'investissement et du financement. On est bon. Ok, ce qui fait que ça me fait plutôt une bonne transition avec la table ronde, parce que si je ne m'abuse, moi je reste en place. Exactement. Déjà, merci beaucoup Gaëlle et puis Pauline pour cette présentation, et plus globalement, je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation, à la réalisation et à la publication de ce baromètre 2022. Je sais que c'est énormément de boulot pendant plusieurs mois pour arriver à ce résultat-là. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. C'est qu'on n'a pas expliqué le timing, je te coupe un petit peu 2 secondes. On a commencé cette étude, on a commencé ce travail, le questionnaire en juillet. Hein, on a repris les questions l'année passée. On a vu aussi comment les améliorer, comment prendre ces questions-là par rapport au marché. Voilà, c'était important de le préciser, ce timing. On a eu des acteurs qui ont trouvé que c'était un peu lourd cette année. Il y avait quand même 144 questions, donc certaines étaient optionnelles. Voilà, donc on remercie aussi ceux qui ont pris le temps de répondre. Et très concrètement, ça a fait entre octobre et novembre où on a récolté les réponses, où Gaëlle est aussi allé vérifier courant décembre. Parce que comme on disait, il y a cet aspect déclaratif, mais on vient qualifier et on vient vérifier les dires en fait et les déclarations en fait des startups. Donc très concrètement, on a suivi un peu ce timing-là, et c'est pour ça qu'on est en janvier pour venir présenter le baromètre. Et du coup, en écoutant les petits résultats que vous avez présentés ce matin, les extraits en fait de tout le travail qui a été fait, on se dit que les Legal Tech entrent dans une phase qui est un peu différente de la précédente, et qui vont être confrontés à de grands enjeux dans les prochains mois. Et du coup, pour parler de cette challenge, Pauline, tu as la chance d'animer une table ronde. D'ailleurs, je vais me permettre d'appeler mes intervenants avec moi. Donc, Euphrate Cantouche, qui est directeur des produits digitaux chez Lamy Liaison, et Jean-Patrice Ancio, messieurs, allez-y. Je vais être un peu toute seule au milieu. Merci, Euphrate. Et Jean-Patrice Ancio, qui est General Partner chez le fonds d'investissement Isaïe. Merci à tous les deux. Juste petite précision, on avait le professeur Bruno Defin, qui devait être là aussi aujourd'hui, qui est économiste du droit. On avait hâte d'avoir son point de vue. Malheureusement, il a une urgence et il est désolé. Je pense qu'on aura peut-être un temps avec lui sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez découvrir aussi son point de vue, parce que je pense que ça va être très intéressant. Merci tout d'abord à tous les deux d'être là ce matin. Je pense que vos points de vue vont être particulièrement... C'est bon? Est-ce que ça fonctionne de ton côté? Non. C'est bon. Il faut juste appuyer sur le petit bouton. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, comme je vous disais, merci à tous les deux d'être présents. Je pense que ça va être très intéressant d'avoir vos points de vue respectifs, non seulement sur les résultats qu'on vient de nous présenter avec Gaëlle, mais aussi peut-être plus particulièrement sur votre retour d'expérience de manière générale sur cette année 2022 qui vient de s'écouler. Et on va essayer de décrypter ensemble. Quand je dis ensemble, c'est avec vous, mais aussi dans le public et aussi en ligne, pour réussir à décrypter non seulement ces grandes tendances, mais aussi enjeux. Donc, avec Gaëlle, quand on a fait ce baromètre, on s'est dit qu'il y avait 4 points qui ressortaient. Le premier point, forcément, c'est le secteur de tout ce qui est financement. Second point qu'on va aborder durant cette table ronde, c'est tout ce qui est consolidation du secteur. On a commencé à le voir un petit peu lors de la présentation des données. L'aspect recrutement. Et l'aspect, et pas des moindres, tout ce qui est accès au marché. Donc forcément, premier sujet, et on l'a abordé de cette manière-là quand on vous a présenté le baromètre, forcément je me tourne vers vous, tout ce qui est financement, le nerf de la guerre. Jean-Patrice, au vu en fait de votre aspect et du fonds d'investissement Isaïe, est-ce que vous pouvez nous faire un retour non seulement sur ce chiffre en fait de la baisse des investissements, parce que je le rappelle, on a une baisse de 44% des investissements. Quel est pour vous l'impact en fait de ce chiffre-là? Comment vous l'avez ressenti, et quelles peuvent être les nouvelles stratégies des Legal Tech en termes d'investissement? Eh bien, bonjour. Alors, ce chiffre, il faut d'abord le remettre en perspective. Il n'est absolument pas spécifique à la Legal Tech. La Legal Tech n'a pas à s'inquiéter plus que la tech en général ou que de nombreuses classes d'actifs. Si on met les choses dans leur contexte, on sort d'une période d'une petite quinzaine d'années qui a démarré en 2008 avec des politiques monétaires de banque centrale exceptionnellement accommodantes.
exceptionnellement longue et il suffit de regarder l'historique du SP500, du Nasdaq ou du CAC 40 sur les 20 dernières années pour comprendre où on en est de ce cycle et comprendre que l'atterrissage n'est pas terminé. On a encore de la marge à la baisse. Donc la Legal Tech ne doit pas s'inquiéter plus que la tech en général. Ce phénomène, il est macro. Les impacts pour la tech en général et pour les startups, ils sont évidents. Les process de levée de fonds s'allongent, ils sont beaucoup plus exigeants, les critères de décision changent, de la croissance à tout prix, on bascule vers un mix de croissance et d'économics sain, et donc il suffit, c'est probablement pas le meilleur mot, mais ce qui est essentiel pour un entrepreneur aujourd'hui, c'est de ne pas faire l'autruche, de savoir dans quel environnement il s'inscrit et de comprendre les règles du jeu. De combien d'argent je dispose en tant qu'entrepreneur, de combien de runway je dispose et quelle est l'utilisation la plus intelligente que je fais de ce runway, soit pour me mettre en situation de levée de fonds à 6 mois, 12 mois, 18 mois, soit pour me mettre à l'équilibre quand je suis en mesure de le faire, soit pour trouver des solutions d'adossement. Parce que je ne serai pas en situation, en capacité de lever dans 12 mois, et pour autant, c'est dommage de jeter l'éponge, pour reprendre les mots de tout à l'heure. Exactement. Et vous parliez justement, parce que voilà, il y a eu un changement de cap peut-être et d'être fois un peu plus prudent. Est-ce que vous avez ressenti, alors là c'est au général sur toute la tech, il y a cette recherche de plus de rentabilité. Est-ce que vous préconisez ça en fait pour voilà, c'est les Legal Tech qu'on aime mieux recenser avec l'équipe du baromètre, mais aussi pour les personnes qui sont présentes en fait, quelle peut être la bonne stratégie à adopter? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie one size fits all. Chaque entreprise, chaque entrepreneur, chaque projet est différent. Pour rappel, le mot de Legal Tech, il date pas d'il y a 10 ans. La Legal Tech, elle émerge depuis à peine 5-6 ans. Le mot est sorti en France à l'occasion des premières levées de fonds qui, à l'époque, étaient Legal Start et Captain Contrat. Donc, c'est un écosystème qui est encore jeune. Toutes les sociétés, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais toutes les sociétés n'ont pas vocation à devenir des licornes. On parlait d'exit tout à l'heure et de valeur de cession. Si on sort de la Legal Tech un instant, juste pour parler de tech, 80% des exits en France ne dépassent pas 50 millions. Donc le mirage aux alouettes et les licornes maniaques des 2-3 dernières années en sont pour leurs frais. Le mot de licorne, il a été inventé en 2013. Il désignait à l'époque une petite quinzaine de sociétés qui avaient déjà scalé, pour la plupart qui étaient introduites en bourse, qui dégageaient des cash flows, etc. Donc un des enjeux des startups en général et de la Legal Tech quand on n'a pas levé à nouveau, c'est d'adapter sa stratégie à ce nouvel environnement. Les VC continueront d'investir dans des projets innovants avec un fort potentiel de croissance capable de se mettre en déséquilibre. Les VC n'ont pas vocation à investir dans une PME rentable avec une ambition très saine, mais qui ne serait pas celle de devenir le leader d'une catégorie. En revanche, c'est la façon d'atteindre et de réaliser cette ambition qui change. C'est l'urgence de réaliser cette ambition qui change, parce qu'on doit s'adapter à la raréfaction des capitaux. Et voilà. Est-ce qu'on peut parler de cela d'une démarche un peu plus saine pour rester un peu sur notre note positive de ce matin? Alors je pense que c'est comme à Noël, les gens font plus ou moins d'excès. Il y a des gens qui sont très raisonnables tout le temps. C'est parfois un peu chiant. Il y en a qui sont vraiment les premiers à se jeter sur le buffet et les bouteilles. Ceux-là finissent généralement mal la soirée. C'est pareil. C'est important de savoir être raisonnable au bon moment et faire la fête au bon moment. Profiter des capitaux et de l'argent facile au bon moment. Tout en étant lucide sur le fait qu'aujourd'hui cet argent n'est plus aussi facilement obtenable.
Merci. Je reste avec vous quand même pour ma seconde question qui arrive sur la partie consolidation du secteur. Considérant cette baisse de 44% des investissements, on peut, quand je dis on, c'est les entrepreneurs, peuvent être tentés en fait de venir se rapprocher, comme on l'a dit, de corpos ou de plus gros acteurs. Est-ce que pour vous, en fait, c'est le signe en fait de cette consolidation? Quelle est votre vision par rapport à ça? La consolidation est une bonne chose pour un écosystème parce qu'en consolidant, il y a différentes consolidations. Il y a la consolidation stratégique. On a deux technologies complémentaires. On a des géographies complémentaires. Là, on est dans des M&A généralement assez sympas et assez sexy en termes de chiffres. Il y a la consolidation distressed. On est une société en difficulté. On a malgré tout créé de la valeur, on a un portefeuille de clients, on a développé une techno, mais la société décolle pas, elle n'est pas en situation d'être profitable, elle n'est pas en situation de lever des fonds. Est-ce que pour autant il faut jeter l'éponge alors qu'on a créé de la valeur? Pas forcément, on peut sauver des emplois, on peut sauver un asset et écrire une belle histoire. Donc généralement, là, on est dans des economics M&A qui sont malheureusement rarement sympas pour les dirigeants. Mais c'est malgré tout le signe de la maturité d'un écosystème. Si aujourd'hui des sociétés comme Dilitrust rachètent Hyperlex, on est dans le premier scénario en l'occurrence, c'est parce qu'on a deux beaux acteurs, un plus ancien et un plus récent qui a émergé à cette ère de la Legal Tech, qui se rapprochent pour écrire une belle histoire ensemble. Donc c'est un signe de maturité et cette consolidation, elle va se poursuivre dans les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup. Je me tourne plus vers vous, Efrat. Est-ce que vous partagez cette vision de Jean-Patrice ou concernant la consolidation en fait du secteur de la Legal Tech, quel est votre point de vue et le point de vue aussi de la Mi-Liaison, car je le rappelle, vous êtes directeur des produits digitaux chez la Mi-Liaison. Je ne vais pas être très original, mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, justement dans le sens où c'était tout à fait prévisible. C'est un signe de maturité et comme l'a dit Bruno Defas, qui malheureusement ne veut pas nous rejoindre ce matin, il y a quelques années, lors d'un des villages de la Legal Tech, à l'époque, on avait fait justement une table ronde avec Gaël et on avait fait justement un bilan de toutes les Legal Tech qui existaient sur le marché il y a 5 ans. Il y en avait énormément. La France était le 2e pays avec le plus de legal tech après les États-Unis, ce qui n'est pas du tout le même taille de marché. Et donc cette consolidation, elle était quelque part inéluctable en fait. Il fallait que soit il y en a qui allaient survivre et développer justement les marchés et avoir une valeur, soit certaines allaient se joindre entre elles ou être achetées par peut-être un groupe existant déjà à présent. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est vraiment un signe de maturité et c'est tout à fait logique d'en arriver à ce stade-là. Comme l'a dit Jean-Patrice, comparé aux fintech, par exemple, qui ont un peu plus d'ancienneté et de maturité. Là, on a vu émerger dans les fintech, par exemple, des Stripe, des autres, avec beaucoup plus d'ampleur. On va forcément constater la même chose, je pense, dans les legal tech, oui. D'accord, merci. Donc on reste sur une note positive, c'est important de le dire. Je passe à un autre point qu'on a recensé et que vous retrouverez dans le livre blanc, la question des RH. Efrat, je reste avec vous. Quels sont pour vous, on en a parlé un peu brièvement avec Gaël, quels sont pour vous les profils les plus recherchés? On sait que des fois il y a des difficultés pour les legal tech à se rendre attractives par rapport à d'autres secteurs. Donc de ce fait-là, ma seconde question pour vous, donc j'en fais 2 en une. Est-ce que vous auriez des astuces, des conseils pour venir attirer ces profils qui sont les plus recherchés? Alors déjà, je vais commencer par une chose que tout le monde sait, c'est le marché est très très tendu. Le marché est très tendu au niveau des nouvelles technologies, mais pas uniquement au niveau des legal tech. Et ça, c'est une évidence pour tout le monde. Et je pense qu'il y a 3 facteurs qu'il faut identifier par rapport à ça. C'est que d'une part, si on se focalise uniquement sur les legal tech ou ceux qui sont dans les marchés des nouvelles technologies dans le monde du droit, il y a d'abord la compétition des autres tech. Tout ce qui est fintech, proptech, regtech, ils cherchent les mêmes profils. Ils cherchent des développeurs full stack, ils cherchent des data engineers, ils cherchent des data analysts. Enfin, on est vraiment sur les mêmes types de profils. Et ce sont des profils qui, de toute façon, ont une perméabilité ou qui ont une capacité à passer d'un secteur à un autre.
Moi-même, je viens de l'e-commerce, et là je suis dans le monde du droit. Un développeur front-end ou un analyste, ce n'est pas sa spécialité de métier qu'on va rechercher dans certains cas de figure. Le deuxième point, c'est le fameux mouton à 5 pattes des legal tech. C'est-à-dire qu'on veut très souvent avoir à la fois quelqu'un qui a une maîtrise technique, ou vous l'avez fait d'ailleurs révéler dans le baromètre, où un certain nombre de fondateurs, je crois que c'était une vingtaine de pourcents, ont le double profil. Exactement. Technologie et droit. Alors là, autant vous dire, ça devient encore plus rare. Mais c'est vrai que je vous avoue, nous-mêmes, de notre côté, chez La Mi-Liaison, nous cherchons ce genre de profil où quelqu'un qui soit fait des études de droit, mais qui a une appétence technique, qui est un geek, voilà, c'est un profil intéressant. Deuxième facteur, quand même très réducteur, qui rend la sélection plus facile. Et le troisième point, c'est qu'il y a d'une part l'effet Covid, mais aussi, on va dire, un arrivé avec la nouvelle génération. Les attentes au niveau des métiers, au niveau de l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler, ont évolué. On n'est plus à la recherche d'un métier qu'on va faire pendant 15 ans ou dans une entreprise dans laquelle on va s'engager dans 15 ans. On veut connaître quelle est la mission de la prison, est-ce que le projet est intéressant, ce qui est remonté par rapport au RSE, qui prend de plus en plus de valeur dans les décisions, fait partie vraiment des enjeux. Et bien sûr, tout ce qui est équilibre, vie professionnelle, vie pro, vie perso, sans parler du fait que, maintenant, si vous demandez à un candidat, faut pas être uniquement ouvert au télétravail, faut être ouvert au full distanciel, en fait. C'est quelque part, et c'est vrai que pour les entreprises les plus posées, parfois elles ont un peu de mal. Elles sont prêtes à faire du télétravail 3-4 jours, mais là, de prendre un collaborateur et se dire, je vais jamais le voir, c'est un peu plus compliqué. Donc, avec ces 3 facteurs-là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de très compétitif, beaucoup de mal à recruter les profils. Et pour les métiers, j'ai envie de dire que l'open data, depuis 2021, fin 2021, où la mise à disposition des éditions de justice, a fait que ce soit des legal tech ou des acteurs plus traditionnels comme La Mi-Liaison, nous avons besoin de plus de gens qui maîtrisent la data. Donc c'est vraiment des profils de data engineer. Nous, dès la fin 2021, on a commencé à intégrer les décisions de justice liées à l'open data. On est tous, pas tous les legal tech, mais certaines qui s'intéressent plus aux décisions de justice. On a besoin de ces profils-là. Donc en plus, c'est vraiment ça qui est important. Voilà. Je sais pas si... Vous voulez réagir, Jean-Patrice ? Pour rebondir là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord, mais cet atterrissage va détendre l'atmosphère RH et va créer des opportunités, parce que les plans de départ se multiplient, qu'ils soient publics ou non. Les employés qui étaient collés dans des sociétés avec des BSPCE et des sociétés qui ont levé énormément d'argent à des valos folles vont réaliser pour certains que leurs stocks ne valent pas grand-chose quand les levées ont été surévaluées. Et donc ça va redistribuer aussi les cartes en termes de talent et créer des opportunités pour la legal tech ou la tech en général d'attirer ces talents. Autre bonne nouvelle donc. Oui. J'essaie de rester positive. Je continue aussi toujours là-dessus, sur cet aspect RH aussi différenciant des legal tech pour se rendre plus attractif par rapport à d'autres secteurs. À tous les deux, en fait, que pensez-vous ? On a parlé avec Gaëlle du rôle de la RSE, le rôle des labels, c'est une question qui a été posée dans le baromètre. Quel peut être pour vous le rôle en fait de sa certification, non seulement au regard de tout ce qui est RH, mais aussi au regard de tout ce qui est accès marché, ce qui fait ce que sera notre dernière partie de cette table ronde. Peut-être Euphrate dans un premier temps et Jean-Patrice après. Donc pour les labels, j'ai pas grand-chose à dire parce que là, on vient d'être acquis par un nouveau actionnaire, donc il faut qu'on voit un peu vers quel sens on va aller. Il y a certaines choses qu'on a fait qui sont pas tant des labels, mais notamment concernant l'accessibilité. Donc pour un peu plus sensibiliser par rapport à ce sujet-là, parce que et d'ailleurs on a sorti un livre blanc de notre côté fin de l'année dernière sur le sujet, sur l'accessibilité, notamment au sens large, pas uniquement dans le legal tech, mais pour tout ce qui est produit digital. Donc c'est aussi une façon aussi, à notre manière, de un peu inciter. Après, on est une PME qui existe depuis bon nombre d'années, donc tout ce qui est label,
on s'y inscrit dedans, on essaye de faire des choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément les RSE bien évidemment, mais c'est pas forcément les mêmes parce qu'au niveau des qualifications, on peut pas se mettre à un niveau d'une start-up qui a 4 ans, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel, de toute façon, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'intéresse régulièrement. Après, il faut choisir aussi sur quoi et en fonction de nos clients également. Merci. Parce que de notre côté, nous, ce qu'on a remarqué avec l'équipe du baromètre, c'est que ça a vraiment été recherché. Cette année, tu l'as expliqué, Gaël. Est-ce que pour vous, en fait, Jean-Patrice, dans le fonds d'investissement Isaïe, ça fait une différence, en fait, ce côté RSE, ce côté certification? Est-ce que ça peut jouer un rôle dans la levée de fonds ou autre? Alors, deux choses. La RSE d'un côté, les labels de l'autre. Je commence par les labels. Dans label, on met tout et n'importe quoi. Hein. Donc, il y a des vraies certifications, des normes ISO, etc. Puis, il y a des pins. On est soutenu par tel incubateur où on a gagné telle compétition. On est lauréat de tel truc. Les pins, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est presque un signal faible négatif. Si on voit un slide de pins trop tôt dans une présentation, on ferme le dossier. Quand c'est stratégique pour la société d'avoir telle norme ISO dans son accès au marché, c'est évidemment clé. De la même manière que avoir une autorisation de mise sur le marché d'un dispositif médical basé sur l'intelligence artificielle, c'est essentiel. Bon, si c'est stratégique dans l'accès au marché, on y accordera l'importance nécessaire. Ensuite, la RSE, c'est quelque chose que je mets à part. On est sensible aux entrepreneurs responsables et aux sociétés qui ont une démarche responsable. Pour nous, c'est pas un label, c'est quelque chose qui peut être palpable ou impalpable, mais je mets pas ça dans les certifications et les labels. Mais c'était important qu'on se pose la question parce que cette question de l'impact, elle revient très largement dans la tech et de voir comment justement elle pouvait impacter, je vais encore utiliser ce mot, sur cette Legal Tech. Donc, je reviens sur la dernière partie en fait, vraiment de cette table ronde-là. On a parlé de financement, on a parlé de produits, on a parlé aussi des équipes. On va parler d'accès au marché, c'est-à-dire comment on va réussir à vendre. Et on voit que cet aspect rentabilité, cet aspect vente, vous l'avez expliqué, est très important en fait pour les startups. Donc, pour vous deux, peut-être question pour vous deux, en fait, comment on peut réussir en tant que jeune start-up Legal Tech à se faire connaître, hormis le fait de figurer dans le baromètre Legal Tech édition 2022. Voilà, c'était un peu de publicité, mais peut-être Eufra dans un premier temps et Jean-Patrice, est-ce que vous, en termes de levier, vous avez des idées? Est-ce que peut-être au vu de la mi-liaison, vous avez des leviers de développement? Comment vous agissez pour venir aider les start-up Legal Tech? Quel est votre rôle là-dessus pour offrir des nouvelles parts de marché à ces startups là-dessus? J'ai 2 exemples très concrets. C'est tout simplement les partenariats que nous avons faits, notamment avec 2 startups qui sont d'une qui commence à faire comme 6-7 ans, Predictis. Voilà, et qui était justement, en fait, c'est tout à fait, pour ceux qui sont familiers avec la notion de l'open innovation, tout à fait dans la philosophie de l'open innovation, dans le sens où ils nous apportaient de part de leur jeunesse et leurs idées, ils nous apportaient énormément de choses en termes d'innovation. Ils nous challengeaient aussi sur la façon de faire les choses. Et donc, de notre côté aussi, on leur apportait notre stabilité et le portefeuille et le marché qui s'ouvert. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est à la fois la partenariat technologique, parce qu'en fait, notamment les analyses prédictives de Predictis sont par exemple présents au sein de nos produits, comme la Miline. Et de l'autre côté, il y avait aussi un apport au niveau de, parfois on fait des offres groupées, etc. Donc une des choses, effectivement, sur lesquelles les Legal Tech peuvent s'appuyer, c'est trouver un acteur du marché tel que la mi-liaison pour se développer. D'ailleurs, tous nos concurrents ont fait la même chose avec d'autres partenaires. Elle peut aussi, bien sûr, s'appuyer par complémentarité avec quelqu'un d'un autre secteur, tout simplement. Si je prends le cas d'Agrumes, qui est aussi un partenaire chez nous, qui se focalise principalement sur les experts comptables et que le côté RH, vu que nous avons aussi des clients et des partenaires dans les RH, on a aussi fait un produit avec Agrumes
ensemble. On a carrément conçu un produit ensemble qui à la fois sert la technologie de Agrumes et la nôtre. Donc, typiquement, une des choses pour développer son marché, ça peut être effectivement de s'associer avec un partenaire qui peut lui ouvrir des portes ou qui peut l'accompagner et aussi lui apporter une certaine stabilité, un conseil. Et moi, je parle de mon expérience avec Agrumes et Predictis que je vois régulièrement. C'est vraiment un échange. C'est vraiment pas, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on s'apporte des choses mutuellement et on se challenge aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, en tant que directeur, il y a des choses que je vois ces startups faire qui sont très intéressantes, qui m'obligent à repenser la façon dont on fait des choses chez L'Ami Liaison. Et donc ça peut être quelque chose de moteur. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi des réseaux comme la Banque des Territoires ou d'autres organisations professionnelles qui permettent aussi des associations professionnelles qui permettent de développer, de permettre ces entrées aussi, quoi, en fait. Donc je sais qu'il y a des partenaires avec des barreaux, enfin notamment dans le cas de l'Igotech, c'est soit les partenaires avec les barreaux, avec les institutions de formation, etc. Parce que c'est quand même par là que ça commence aussi. Donc il y a d'autres options. Peut-être avec Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous attendez en fait quand une start-up se fait connaître auprès du fonds d'investissement Isaïe? Quelle stratégie d'acquisition vous remarquez, ou est-ce que vous avez des expériences un peu marquantes de start-up legal tech qui peuvent être pertinentes ici? C'est une bonne question. Non, la réponse c'est que nous on investit en early stage dans le digital en général. On n'a pas un playbook par secteur et par modèle qu'on puisse mettre à disposition des dirigeants en leur disant c'est comme ça que tu vas connaître le succès. Pour reprendre une célèbre phrase américaine de je sais plus quel investisseur, do things that don't scale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des entrepreneurs qui viennent nous éduquer à un marché, qui sont capables de vendre leurs propres produits. Et en early stage, généralement, ils ont rarement craqué un accès marché qui scale. Donc on va attendre des entrepreneurs qui soient malins, qui soient éduqués à leur marché, qu'ils aient les pieds sur terre. Tout à l'heure, il y avait une question sur la difficulté des relations avec l'État. Nous, on aura du mal à investir dans une société dont l'unique client serait l'État, parce qu'on sait par contre que ça prend du temps. Donc on attend des entrepreneurs qui soient lucides, qui soient malins aussi. Et après, sur les accès au marché, c'est l'organique, le product-led, c'est l'outbound, dépenser de l'argent intelligemment pour essayer de comprendre comment aller chercher ses prospects. C'est l'indirect avec les partenariats qu'évoquait Euphrate, etc. Merci. Et dernière question pour conclure. On est tous réunis aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on a fait cet événement-là. C'est tout simplement parce que l'écosystème peut jouer un rôle. Donc, pareil, phrase de conclusion pour vous deux. Quel est ce rôle de l'écosystème, aussi bien côté L'Ami Liaison, mais aussi comment une start-up peut, si vous avez des conseils aussi à leur donner là-dessus, peut s'emparer ou tirer profit de cet écosystème? C'est un peu dur parce que là, j'ai envie de dire que pour rejoindre un peu, soyons ambitieux, n'hésitez pas à vraiment think outside the box, on va dire, mais ça c'est un grand classique. Mais surtout, c'est à un moment donné, il ne faut pas hésiter aussi à chercher des complémentarités au niveau de ce que vous développez. C'est pas forcément d'être obligé d'être un acteur existant, c'est pas forcément auprès d'un business angel, d'un venture impact capitaliste, ça peut être aussi en s'associant avec une autre start-up au niveau de ce qu'on fait. Et faut pas hésiter aussi à changer son fusil d'épaule si le besoin en est. Je vais donner, c'est anecdotique, mais vous connaissez tous Slack. Au début, Slack, qui est un outil de chat, c'était une société qui développait des jeux. Ils voulaient développer un super jeu, ils allaient gagner des millions, etc. Et ils avaient besoin d'un outil pour communiquer entre eux dans les équipes. Donc ils ont développé Slack. Et à la fin, c'est Slack qu'on a retenu. Donc en fait, faut pas rester forcément focalisé sur une typologie, mais il ne faut pas hésiter à changer son fusil d'épaule et s'adapter au marché s'il y a besoin. Donc je retiens deux choses. La première, c'est être ouverte aux opportunités de rencontre qui peuvent donner lieu, et peut-être ce matin, à des opportunités partenariales. Et la deuxième chose de ce fait-là, ce serait de se dire, de par cet écosystème, venez recenser les besoins marchés très concrets pour venir adapter votre produit Legal Tech. Oui, tout à fait. Ouais.
Et du côté Jean-Patrice avec Isaïe, quel est le voilà, là on va passer sur un petit temps aussi de networking. Quel est ce rôle de l'écosystème peut avoir en fait pour une start-up? Je pense que le rôle de l'écosystème et de toutes les parties prenantes, investisseurs, entrepreneurs et structures d'accompagnement, c'est de garder la tête froide et de garder le cap, et garder un cap où on a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. On a eu un peu trop la tête dans les étoiles pour beaucoup ces dernières années. Pas forcément les pieds sur terre et donc un écosystème un peu hors sol. Aujourd'hui, c'est important juste de garder cette ambition collective, de mettre en place les partenariats qui vont bien, de faire ses ventes quand on est dirigeant, d'être lucide pour continuer de faire grandir cet écosystème. Merci. Justement, rôle de l'écosystème, on est là pour vous, aussi bien dans le public mais aussi en ligne. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet-là? Je regarde Sébastien qui est notre modérateur en ligne, ou bien même dans le public. On avait la question de l'écrit tout à l'heure, mais n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Oui. Merci. On n'a pas parlé des métiers produits. D'après vous, c'est quoi les verticaux ou les sujets fonctionnels qui nécessiteraient d'être adressés assez vite, puisque vous avez une vision quand même assez claire de ce que les clients peuvent attendre, de ce que les professionnels peuvent évoquer, et également vous avez une vision peut-être de ce que les startups aujourd'hui aimeraient mettre sur le marché pour répondre à des attentes, parce qu'on a parlé de tout, sauf des produits et des clients, ce qui est peut-être un peu gênant. Merci. On parle de legal tech, donc c'est surtout, bien sûr, les cabinets d'avocats, les directions juridiques. Je pense qu'en fait, notamment les directions juridiques, jusque-là, ont été un peu négligées par les legal tech. Après, justement, pour revenir sur les partenariats, ce qui est intéressant avec les cabinets d'avocats et surtout les gros cabinets d'avocats, c'est qu'ils ont commencé aussi à développer leurs propres solutions. Et donc, des fois, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils ont développé ces solutions, parce que justement, elles n'étaient pas présentes sur le marché. Ou c'est parce que il y avait un besoin spécifique pour développer ça. Pour la question que vous posiez, c'est quel métier on s'intéresse. En fait, c'est ça. Parce que j'ai du mal à... Quel besoin métier n'est pas couvert aujourd'hui par la tech? Par exemple, on parle de la blockchain, ça ne veut rien dire la blockchain, mais quel usage de la blockchain, d'après vous, pourrait peut-être répondre à des attentes d'une DJ ou d'un cabinet d'avocats? La blockchain, enfin, on en parle depuis des années. Le problème, c'est que la blockchain, évidemment, ça pourrait être utilisé pour tout ce qui est certification de documents, parce que c'est inchangeable une fois que le token est mis. Après, c'est une question aussi de maturité et de familiarité du sujet. Chez les professionnels. Enfin, je vous mets au défi d'aller dans n'importe quel cabinet d'avocats et de parler blockchain. Il y en a plein, ils vont vous dire « Ah ouais, je sais ce que c'est ». Après, vous leur demandez de définir le principe. C'est même pas la peine, quoi, en fait. Donc, il y a quand même un travail de pédagogie à faire. Et puis aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi un peu, on va dire, initié par l'État. À jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, hein, peut-être quelqu'un pourra me dire, je ne connais aucune institution officielle qui permet de certifier un document via la blockchain ou qui utilise la technologie du blockchain dans le public. Peut-être si demain, de la même manière qu'on a imposé la dématérialisation des dossiers dans les marchés publics au début des années 2000, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'État qui a initié ça. Au début, les prestataires de services ne voulaient pas ils voulaient toujours envoyer leurs dossiers par papier. Et après, un jour, je crois que c'était en 2002, au début des années 2000, Bercy a dit non, maintenant, les appels d'offres, ils sont valides si vous répondez en mode dématérialisé. Et c'est ça qui a initié un peu la mécanique à ce niveau-là. Il faut qu'aussi que de la part de l'État, ça se commence avec l'open data notamment, il y ait aussi une part je dirais pas contraindre, mais d'exposer aussi les professionnels à ces technologies-là. Voilà. Et blockchain, pour l'instant, c'est surtout utilisé, bien sûr Bitcoin, mais aussi dans le milieu de la finance, ça commence à être un peu exploité. Mais c'est vrai que, en venant d'un autre secteur, au niveau de legal tech et du monde du droit, les choses vont un peu plus lentement. C'est un secteur beaucoup plus conservateur, faut reconnaître, et aussi il y a aussi un besoin d'être vraiment carré. Enfin voilà,
Donc c'est vrai qu'au niveau de manque, j'ai envie de dire, il y en a plein. Enfin, je pense que le plus important, je me rappelle du baromètre de l'année dernière, le principal fonctionnalité sur lesquelles les startups se focalisaient à l'époque, c'était tout ce qui était digitalisation des processus métiers. Et ça reste ça, je pense. C'est là où il y a des absences, où il y a des manques, c'est la digitalisation des processus métiers. Il y en a plein des solutions, mais pour déjà la vendre, pour la faire accepter au sein d'une organisation, c'est un changement d'habitude aussi. Donc c'est quelque chose, je pense que c'est un peu dur de réduire à ça, mais je pense que c'est ça qui me viendra à l'esprit. Juste pour rebondir, celui de Martin, on s'est croisé il y a quelques années. Donc moi, j'ai absolument pas la prétention en tant que VC de savoir ce dont les professionnels du droit ont besoin. Je suis éduqué au fil des rencontres par des dirigeants, comme à l'époque où on s'est croisés, qui vont me faire découvrir une anomalie de marché, un problème, un besoin, que je vais challenger et vérifier auprès de potentiels clients ou de clients existants. Donc je peux pas répondre à quelle serait la bonne feature manquante, où est la martingale, etc. La chose que je regarde depuis plusieurs années, j'ai investi dedans, pas forcément dans le droit, mais dans la santé en l'occurrence, et qu'on continue de regarder, c'est l'intelligence artificielle, qui n'est pas un sujet qui date de cette année, mais qui reste un sujet encore très jeune, et qui, je pense, dans le droit va continuer de générer de l'intérêt. On a vu récemment une intelligence artificielle passer un examen de droit. Donc ça reste des sujets excitants pour l'avenir. Et un dernier point que moi je me permets d'ajouter, qu'on a remarqué aussi dans cette édition du baromètre, il y a tout ce qui est biens immatériels aussi qui sont ressortis, liés au NFT, des choses comme ça. Les successions en fait par rapport à des biens immatériels, voilà, ressortent aussi. Donc vous avez trois points de vue qui ressortent. Peut-être une question en public. Juste une dernière note, l'IA aussi, ce n'est pas une solution en tant que telle, c'est un moyen. C'est ça aussi. C'est qu'après, on peut l'exploiter de différentes manières, mais ça reste un moyen, une nouvelle technologie, mais c'est pas une solution en soi. Enfin voilà. Donc. Cyril Devineuve, Gino Legal Tech. Vous venez de présenter donc les tendances des Legal Tech françaises pour 2022. En quoi ces tendances sont différentes ou identiques aux tendances anglo-saxonnes, notamment, je pense, au marché américain? Question pas évidente. Alors, j'ai pas fait de baromètre Legal Tech US, donc pure spéculation, je me contenterai moi de commenter la tech mondiale. L'ensemble des classes d'actifs, à peu de choses près, sont en train d'atterrir. Donc la Legal Tech aux US et la Legal Tech anglo-saxonne vit probablement le même atterrissage sur les levées de fonds, traverse le même épisode que la Legal Tech française, modulo des aspects de taille de marché, qui explique aussi probablement pourquoi la Legal Tech en France n'a pas connu, comme la FinTech ou autre, d'investissement anglo-saxon ces dernières années en France. Voilà. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est plus lié à ce qu'on parle d'open data. Il faut dire ce qui se passe en tout cas en ce qui concerne de l'open data et donc le marché qui impacte le marché de la legal tech en France est légèrement en avance par rapport au reste de l'Europe. Ça donne des idées. Maintenant, j'ai toujours fait partie d'un groupe européen. Et il faut dire ce qui est que les pays voisins de la France commencent eux aussi à s'intéresser à tout ce qui est open data et développer les solutions. Et de ce point de vue-là, c'est une similitude, mais c'est là où en fait la France a un peu d'avance par rapport à ce sujet-là. Et l'open data a un impact sur l'écosystème de la legal tech. Donc en fait, ce qu'on risque de voir peut-être, c'est ce qui se passe en France va progressivement aussi arriver dans le reste de l'Europe. Et c'est peut-être ça aussi qui va permettre aux legal tech françaises de pouvoir s'exporter. Parce que si elles ont acquis une expérience dans l'open data, dans leur propre territoire, le jour que ça arrive et ça se développe en Italie, je donne un exemple au hasard, je n'ai pas de scoop, ça veut dire que quelque part, cette legal tech française aura déjà eu l'expérience de traiter avec des API et des web services gouvernementaux. Et ça peut être quelque chose qui peut être un avantage pour des legal tech françaises par rapport à d'autres legal tech dans d'autres pays d'Europe. Pour l'Europe. Les US, c'est vrai que c'est très particulier. Il ne faut pas oublier aussi le droit américain. Et je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas étudiant en droit. Je n'ai pas fait de droit. C'est du droit jurisprudentiel. Donc aussi, l'approche du droit aux US est différente de ce que peut être l'approche du droit en France.
Donc on peut pas. Il y a des tendances plus globales, comme a dit mon collègue ici, qu'il faut plus comparer le marché des techs en tant que tel, des startups, mais au niveau legal tech, il y a quand même des légères différences. Il y a des choses comme Captain Contract, etc. On voit tout de suite les similitudes, mais après, dès qu'on rentre dans tout ce qui est process de la justice, etc., les services risquent de un peu être différents du fait de la nature du droit entre les deux pays. Voilà. Merci pour votre question. On a d'autres questions, je crois. Oui. Oui, Inès Ami, cofondatrice de... Pardon. Justement, qu'elle ait dit le nom de son entreprise, c'est dommage. Je voulais simplement dire que est-ce que au niveau des investissements, justement, vous avez fait une parfaite liaison. Merci. Est-ce qu'au niveau des investissements, le fait qu'on dit souvent que les VC sont frileux vis-à-vis de la legal tech, et en particulier à cause de la question de l'externalisation et de l'absence de vision vers les autres pays, est-ce que pour vous c'est un sujet chez Isaïe en particulier, le fait que les legal tech soient très franco-françaises, s'adressent beaucoup à un marché français où est limité par justement l'accès au droit et le droit français européen? Alors oui, c'est évidemment un sujet. Un VC a vocation à financer des sociétés qui peuvent devenir catégorie leader dans un marché gigantesque et donc un gros catégorie leader. Évidemment, c'est plus facile de rêver et de se projeter quand on est sur des marchés globaux, quand on investit dans Livestorm, qui est une solution SaaS de webinaire et de vidéoconférence qui est utilisée depuis le premier jour dans le monde entier. Ça coche plus facilement, plus rapidement beaucoup de cases d'un VC, ce qui n'empêche pas les VC d'investir par le passé, dans mon cas dans Captain Contract, pour Isaïe dans Hyperlex et dans Legal Start. Donc ce frein très géographique, il est réel, il existe. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible de lever en France avec un VC quand on est une legal tech. Predictis a levé, beaucoup de legal tech ont levé avec des VC. Est-ce que les legal tech ont vocation à enchaîner des levées de fonds seed, série A, série B, série C jusqu'à 50 ou 100 millions de levées? Non, probablement pas. Parce que cette equity story, c'est un facteur de taille de marché, de montant levé et de valeur d'entreprise. Donc non, les legal tech n'ont pas forcément toute vocation à lever des sommes folles, à atteindre des valeurs folles. En revanche, quand on construit le bon equity story et qu'on fait sa levée d'amorçage à la bonne valorisation et qu'on a un marché français ou européen suffisamment vaste, on arrive à lever avec des VC. Merci. On a une autre question? Oui, je me permets de rebondir en fait sur ce que disait ma camarade et la question qu'elle a posée sur justement la pertinence parce que dans Legal Tech finalement on a légal. Légal, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez propre à chaque pays. Donc on a cette problématique finalement un peu dans tous les pays. Donc forcément les grands pays ont un avantage assez indéniable. Néanmoins, c'est aussi des barrières à l'entrée pour ces grandes sociétés qui sont du coup aussi des opportunités de rachat par ces grandes sociétés. Donc ça veut dire qu'effectivement la logique de société internationale est remise en cause. En revanche, il y a des avantages. On sait que historiquement, les problèmes de régulation, les barrières de régulation sont des avantages pour beaucoup de monde. Et on a aussi des contre-exemples du genre PFIT qui ne sont pas exactement une legal tech, mais qui sont néanmoins considérés aujourd'hui comme un énorme succès, qui ont un marché énorme justement du fait de la spécificité française que représente l'administration ou le légal. Qui est assez propre à la France à chaque fois, quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ça crée des opportunités business, ces spécificités régionales, à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe. Si vous prenez le RGPD, on a, nous, investi dans Acceptio, ça crée des opportunités, évidemment. Juste pour donner un exemple très récent, on l'a tous suivi, enfin toute personne qui a un site web, regardez le succès d'Idomi.
Didomi a eu pas de problème. Bon, c'est pas une legal tech, mais c'est une start-up qui en fait a vu naître du fait d'une contrainte légale, le RGPD, les poses des cookies, et a su s'exporter. Mais après, ça dépend aussi de la solution, de la spécificité de la solution qui est développée, ou de la fonctionnalité, enfin du service qui est développé par la legal tech. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne, Sébastien? Si c'est tout bon. Je crois qu'on a pris un peu de retard. C'est pas grave, ça va aller. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci à ceux aussi qui étaient présents dans le public et merci pour vos questions. En tout cas, je vous invite juste. On va suivre, en fait, bien évidemment, comme vous l'avez dit, Eufrat, en fait, voir comment ces constats, ces tendances et ces enjeux vont venir se développer tout au long de 2023. Évidemment, je vous invite aussi à venir les décrypter davantage dans le livre blanc. Et puis, voilà, du côté Madines aussi, on viendra ponctuellement sortir des articles au fur et à mesure sur tout ce qui est Legal Tech. Donc, je vous invite aussi à suivre cette actualité. Je te relaisse la parole, Romain, de cela. Merci beaucoup, Pauline, pour l'animation de cette table ronde. Merci, Jean-Patrice, pour ta participation. Et puis, pour l'interview qu'on retrouvera dans le livre blanc à partir de midi, le livre blanc Madines sur le baromètre Legal Tech. Eufrat, on va te laisser le mot de la fin avant de se retrouver pour le petit moment networking. Allô, ok. Ouais. Alors, normalement... si tu retrouves tes notes. Oui, si je retrouve mes notes, je suis désolé, je vais sortir mon papier parce que c'était pas moi qui devais parler au départ. Hein. Je veux pas monopoliser la scène. Malheureusement, c'était Palmira Andrade, notre nouvelle directrice générale, qui a une contrainte qui ne pouvait pas être présente ce matin et donc elle s'en excuse. Et donc, je vais faire le porte-voix pour cette conclusion. Donc, tout d'abord, je voulais juste dire que j'étais vraiment ravi de participer et notamment de la richesse de cet échange-là ce matin pour commenter les tendances du baromètre de Legal Tech française, qui est un baromètre que nous avons initié avec Madines quand même depuis 2017. Donc, ça commence à faire. Donc, on est à la 6e édition et qui constitue un rendez-vous maintenant de référence pour les professionnels du droit. Donc le baromètre a bien fait du chemin depuis cette date. C'est aussi le cas de notre entreprise, l'Ami Liaison, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Donc il a franchi un cap important le 30 novembre dernier. En effet, nous faisons désormais partie du groupe, d'un nouveau groupe, de nouvelles DG, donc Palmira Andrade. Et ce groupe qui s'appelle Carnov est en train de devenir un acteur majeur des services d'information juridique en Europe. Néanmoins, l'Ami Liaison reste pleinement concentrée sur le développement du marché français, aux côtés du professionnel du droit tels que les avocats, les juristes, les notaires, mais aussi les autres métiers très réglementés, notamment les RH. Depuis 130 ans, l'Ami Liaison a toujours su faire évoluer son offre, tout en gardant ses fondamentaux, à savoir la pertinence et faisabilité de ses contenus, l'expertise de ses auteurs et formateurs, l'accompagnement de ses clients dans leur quotidien. Et pour reprendre une vieille formule plus connue de notre maison, être le plus court chemin entre le droit et vous. Il est très important pour nous de faire partie de la dynamique générée par les Legal Tech. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui aussi nous challenge et qui, en tout cas en ce qui nous concerne, est une évolution naturelle et majeure de notre écosystème ces dernières années. Nous l'avons développé, d'ailleurs prouvé en développant des partenariats avec des startups comme Predictis et Agrum. Et nous n'excluons pas d'autres partenariats à venir. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas de scoop. Voilà. Mais bon, c'est moi qu'il faut appeler en fait. Voilà. Donc, c'est vous qui faut venir voir la fin. Voilà. Voilà. L'Ami Liaison est aussi présent auprès des universités et organismes de formation pour encourager les nouvelles générations à apprendre toujours le droit plus accessible. Nous avons notamment un partenariat avec l'école de formation, mais aussi une licence par Legal Tech à Cergy. Et pour nous, soutenir l'essor des Legal Tech fait partie de notre vision, en fait. C'est-à-dire qu'on est conscient du fait que, certes, on est un éditeur traditionnel, mais on sait que l'avenir se porte aussi via nos collaborations et nos échanges avec les Legal Tech. Et donc, merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce rendez-vous et puis rendez-vous de l'année prochaine pour la 7e édition.
Merci à tous. Moi, je me permets juste encore un petit rappel par rapport au timing. À 12h, en fait, le livre blanc sera disponible sur le site Madines et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et petite aussi breaking news, c'est on met à disposition un kit communication à destination des répondants pour que vous puissiez aussi utiliser les différents chiffres marquants et la cartographie des startups et solutions innovantes LegalTech pour cette édition 2022. Merci à tous et Romain, je te laisse le mot de la fin. Tout simplement, merci beaucoup à vous, participants à la table ronde, et puis à vous, participants à cette matinée de révélation du baromètre 2022. Et puis à très vite pour la suite de l'actualité LegalTech.